Le monde a évolué. Ce n'est pas forcément les plus diplômés, encore moins les plus talentueux qui réussissent. Ceux qui réussissent, ce sont ceux-là qui sont visibles et qui ont un réseau. Bonjour et bienvenue à tous dans Génération Leader. Aujourd'hui, nous parlons de branding, nous parlons de réseautage, deux leviers importants pour réussir son année 2026. Pour en parler, nous recevons une coach certifiée et non des moindres, la présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Merci de recevoir avec nous coach Blanche Awa. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, coach. Madame Kassi. Merci de prendre place. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à vous, coach Awa. Merci beaucoup, Merci Madame d'avoir Kassi. accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. On va vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs, les personnes qui viennent de vous découvrir. Je suis coach Blanche Awa, je suis coach en personal branding et leadership d'influence. Et je suis également présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire depuis l'année dernière. Et j'interviens dans le domaine du leadership depuis 2019. Et mon domaine d'intervention est d'aider toutes les personnes qui désirent s'imposer, désirent faire connaître leur voix, désirent influencer positivement à pouvoir atteindre leurs objectifs. Et j'ai été nominée en 2025 plutôt, meilleur manager dans le domaine du coaching et meilleur leader à Lomé dans le domaine du coaching. Et cette année, j'ai été nominée meilleure femme d'Afrique Bimor-Doumo dans le domaine du leadership. Wow! Félicitations à vous pour le boulot. Merci beaucoup. Et merci d'être vraiment là aujourd'hui pour nous transmettre votre savoir. Merci, je vous en prie. En personne avisée, est-ce que vous pouvez nous définir nos deux notions du jour, c'est-à-dire le branding et ensuite le réseautage? Merci. Le personal branding, je peux le dire en 3 phrases. D'abord, c'est ce qu'on dit de nous lorsque nous ne sommes plus dans la pièce, c'est-à-dire notre réputation. C'est d'abord connaître qui nous sommes, nous faire connaître au travers de canaux de communication et être reconnus au travers des actions que nous menons. Être reconnus par des prix, être reconnus par notre savoir, être reconnus par un client spécifique qui, lorsqu'il entend notre voix ou lorsqu'il voit notre égérie quelque part, il sait que cela cela est rattaché à nous parce qu'il est habitué, il connaît votre vision, il connaît votre essence et il sait s'identifier à votre personnalité. C'est un peu ça. Maintenant, le réseautage, c'est contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas avoir un carnet d'adresses de personnalités, de personnes influentes, non. C'est être la solution qu'il faut dans un univers donné et être cette personne-là qui apporte la solution aux personnes qui se réfèrent à elle. C'est appartenir à un environnement où les personnes qui gravitent autour de nous sont des personnes spécifiques, je ne dirais pas trio volé, mais choisies volontairement pour pouvoir faire de nous la personne que nous sommes. Ok. Alors, le branding et le réseautage ont une corrélation? Oui, bien entendu. Le branding, ça vous permet de pouvoir positionner votre image, de pouvoir être référencé, de pouvoir être identifié. Mais le réseautage, c'est le milieu dans lequel on va graviter pour pouvoir faire connaître sa voix, pour pouvoir faire connaître ses produits, pour pouvoir se faire connaître. Parce que tu peux avoir un personal branding et puis être seul dans un endroit. Qui va se référer à toi? Qui va venir te désigner? Or, être dans un réseau facilite rapidement notre identification et notre référencement. D'accord. Donc, le branding est donc capital. C'est obligatoire. En 2026, je dirais que c'est obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire. D'accord. Alors, comment se construire une image forte? Merci pour cette belle question. D'abord, pour se construire une image forte, il faut se connaître véritablement soi, qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision à moyen et long terme. Et travailler sur tout ce qui est attitude ou aptitude à compléter pour pouvoir être la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Et quand on finit par se connaître, ensuite, il faut travailler avec les moyens de communication pour se faire connaître. Communiquer sur ses activités, communiquer sur son potentiel,
communiquer sur ses actions, communiquer sur ses produits, de sorte à ce qu'une personne lambda qui a un problème spécifique, qui est rattaché à notre identité, puisse vous trouver au bon moment, au bon endroit. Parce que très souvent, on a l'habitude de vouloir chercher un produit en tapant parfois le nom du produit pour dire, on l'a tous fait, on a tous cherché sur Google ou bien sur un réseau social le nom du produit. Mais les personnes qui viennent dans notre fil de recherche, ce sont des personnes qui ont travaillé sur leur personal branding. Elles ont travaillé sur le référencement de leurs produits, de sorte à ce que lorsqu'on fait la recherche, on identifie automatiquement le produit à la personne. Ok. D'accord. On va ramener ça à une entreprise. Qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui vend et une entreprise qui a une marque forte? D'accord. Une entreprise qui vend est une entreprise qui n'a pas de clients qui s'identifient en elle. Vous pouvez vendre un produit et il y a de la récurrence d'achat, mais vous ne pouvez pas référencer ce produit-là. Et les clients qui viennent, ils viennent utiliser le produit par rapport à un besoin qu'ils veulent régler en eux. Par contre, une entreprise qui a une marque forte, d'abord même ses clients s'identifient en elle. On prend le cas de... Désolée si je vais lister des marques pour comprendre. On prend le cas des personnes qui utilisent le iPhone. Aujourd'hui, toute la jeunesse qui utilise un iPhone s'identifie comme celle-là qui a l'opportunité d'avoir un gadget esthétique et de qualité. Donc, les deux visions sont rattachées, l'esthétique et la qualité. Donc, toute la jeunesse ou tous les jeunes qui vont avoir un iPhone vont s'identifier à la marque comme ayant un gadget extraordinaire. Contrairement à une personne qui a un autre produit qu'il a juste acheté par nécessité. Donc, une entreprise qui a une marque forte, d'abord, elle va communiquer sa vision à ses clients. Elle va communiquer même sa mission de vie, de sorte à ce que ses clients même ressentent en eux l'envie de pouvoir non seulement posséder l'objet, mais appartenir à un club privé préférentiel, de faire partie des personnes qui ont ce gadget-là. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Un peu comme un besoin d'appartenance. Justement. Donc, on crée le besoin d'appartenance, on crée le lien et en dehors de ça, on crée un moyen de sorte à ce que tous les membres qui bénéficient de ce produit-là acquièrent d'autres valeurs plus profondes que le produit en question. Ce qui fait que les grandes marques aujourd'hui vont créer des clubs privés. Parfois, même par exemple, quand on prend le cas des Nespresso, le café Nespresso, ils ont des clubs privés, ils ont des activités extra qu'ils conçoivent derrière le produit pour que tous ceux qui acquièrent le produit aient l'impression d'être une élite au fait. Et c'est différent d'un vendeur. Un vendeur, il peut vendre certes, mais après il peut perdre tous ses clients parce qu'il n'a pas réussi à transmettre sa vision profonde à ses clients de sorte à ce que ces derniers-là, même quand ils sont en face d'un choix, qu'ils ne se disent pas non, j'appartiens à une élite qui utilise tel produit, mais ils vont prendre juste le produit par besoin, par nécessité. Et après, on peut perdre ces clients-là. Merci beaucoup. Alors, le besoin d'appartenance amène certaines personnes à consommer des produits. Et comment l'entreprise peut impacter la vie de ces personnes? D'accord. En général, lorsqu'on conçoit un produit, on doit être dans la vision de répondre à une plaie, à une douleur profonde, à une insatisfaction criarde. Et on ne vient pas concevoir un produit parce que le produit semble-t-il marche, ou bien il fait de l'argent, ou bien il est en vogue. Non, on vient répondre à un besoin, à une douleur, à une frustration. Donc, un client qui conçoit ce produit-là et qui réussit à répondre quotidiennement aux besoins de satisfaction de cette frustration de la clientèle, va créer une marque forte avec sa clientèle. Et ce qui va faire que dans l'élan même de communication et même de duplication de ce produit-là, elle va chercher davantage à combler tous les rouages liés à cette douleur-là. On prend par exemple une marque qui décide de se positionner en tant que solution de valeur dans, je dirais même dans la distribution, dans la vente d'un produit. Au lieu de se rattacher à la vente de ce produit, elle va penser, quand je vends, les clients, quels sont les problèmes auxquels ils sont rattachés après, au problème de livraison,
Donc, cette marque-là va chercher à combler le déficit de livraison en assurant soit peut-être une livraison dite gratuite, mais en incluant les prix de la livraison dans le coût de vente. Et après, faire un questionnaire de satisfaction et même recueillir même des témoignages de satisfaction. Et parfois, il y a les retours des satisfactions au retour de remboursement pour non-satisfaction. Tous ces petits rouages derrière ne sont pas faits simplement que pour du marketing, mais c'est pour que le client qui a pu acquérir ce produit-là se sente en sécurité. D'accord. Donc la réputation est très importante dans l'avancée. Oui. D'accord. Et comment rebondir quand sa réputation a pris un coup quelque part? Merci beaucoup pour cette question. Et très souvent, c'est là que l'ingénierie de réputation rentre en jeu. Parce que souvent, les gens ont tendance à faire du bricolage. Ils commencent à vendre quelque chose, mais à se positionner dans un secteur sans faire le processus graduel du personal branding que j'ai expliqué. Se connaître, se faire connaître et être reconnu. Quand on se connaît, on connaît ses limites, on connaît ses insuffisances et on connaît également les problèmes qu'on a dit certainement avoir dans le passé qui pourraient réjaillir pour nous être après, être comme sujet d'humiliation. Et quand on est avec un coach professionnel ou un spécialiste du personal branding, on va travailler d'abord sur ce produit interne-là que personne ne voit. Et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu à faire ce travail interne, c'est-à-dire que ce soit désamorcement des bombes qui vont vouloir après salir notre réputation, quand cela arrive, il faut d'abord faire la procédure obligatoire de la prise de conscience honnête qu'on a failli. Il faut reconnaître honnêtement que là, on a failli et s'excuser. Une excuse ne dit pas en cela qu'on a perdu sa valeur. Bien au contraire, ça valorise notre personnalité, montre que nous sommes conscients de pouvoir marquer un break et je dirais, s'excuser auprès de sa clientèle. Après, quand on finit de s'excuser, il faut faire une communication stratégique. Parce que parfois, en personal branding, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de bad buzz. Quand un buzz arrive, qu'est-ce qu'on en fait? On peut même en faire un processus de transmission d'un message, c'est-à-dire de sensibilisation. J'ai été victime de ça aujourd'hui. J'aimerais aider toutes les personnes qui travaillent ces situations-là à ne pas en être victimes. En dehors de la sensibilisation, on peut faire une stratégie de communication pour inspirer d'autres personnes. Rechercher des gens qui ont résolu ce problème-là et les honorer. C'est-à-dire que c'est des stratégies subtiles, mais qui vont, je dirais, déplacer la vision que les gens avaient de nous vers une mission noble. Ou bien vers une vision plus, je dirais, valorisante. Et tu vas voir qu'en général, lorsque les personnes réussissent bien ce processus-là, les personnes qui ont eu parfois le scandale ne sont plus perçues comme la personne à lapider. Et il y a aussi l'amélioration des compétences. Parfois, quand on vient sur un marché, on ne vient pas vendre que le produit, comme j'ai dit. On vient répondre à un besoin. Et plus on amplifie son potentiel, on amplifie ses compétences, on résout davantage de problèmes plus criades. Les gens ont tendance à oublier après que c'était un produit avant qui avait créé un bad buzz. Donc, il faut être dans l'amélioration constante de sa performance. Même si c'est un produit, amélioration du branding visuel, amélioration de la communication, inclure des images inspirantes derrière pour que la perception dévalorisante puisse être recadrer vers la nouvelle version qu'on souhaite proposer par rapport à notre produit et par rapport à notre personnalité. D'accord, merci beaucoup. Et comment devenir une référence dans son domaine? Merci beaucoup. J'ai tendance à dire cette phrase-là quand je fais mes séances quand je communique, je dis, je vous accompagne à être une référence. Être une référence, d'abord, c'est la prise de conscience de qui on est. Et on a tendance à dire que parfois, quand on rentre dans un marché, il y a déjà des personnes qui sont installées. Être une référence, excusez-moi pour l'expression un peu dure, c'est de se foutre de qui on a trouvé sur le marché. Quand je dis se foutre,
D'abord les connaître, mais en dehors de ça, savoir affirmer son autorité pour dire que je suis le meilleur. Même si après, l'autre marque ou bien d'autres personnes s'identifient comme les meilleures, elles vont trouver des moyens à elles. Mais d'abord, il faut assumer son potentiel, assumer son positionnement sans en avoir honte. C'est pas de l'orgueil, mais c'est comme quand l'eau dit, on dit l'eau est source de vie. L'eau n'est pas en train de s'enorgueillir devant une boisson alcoolisée, mais elle assume son utilité. Donc, savoir assumer son potentiel. Et en dehors de ça, il faut savoir communiquer. Communiquer constamment. Quand je dis constamment, les gens ont tendance à croire qu'une fois par semaine, une fois par jour, c'est pas suffisant. Il faut savoir raconter l'histoire du parcours de son produit. Si vous êtes le produit en question, ou bien si vous avez un produit, de la fabrication, de la conception du produit à la fabrication du produit, en passant par la distribution et la consommation, et même après l'état dans lequel on se retrouve après la consommation, c'est une chaîne qu'il faut exploiter dans les moindres détails. Et arriver à un niveau même où on emmène le client à être acteur de la conception du produit. Parfois, mais il y a des produits qui font des enquêtes pour demander, nous voulons peut-être apporter telle couleur ou bien tel aspect extérieur à notre produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de demander l'avis des clients va nous permettre de pouvoir créer encore davantage le lien d'appartenance. Donc, communiquer, créer le lien d'appartenance et surtout, je dis bien surtout, travailler sur sa réputation. Parce qu'une réputation, un bon produit qui a une mauvaise réputation, on ne devient pas leader avec ça. Mais un bon produit qui a une bonne réputation et qui est constant dans sa com et surtout qui est permanent, il finit par être un leader. Au bout, et le leader, je dirais toujours, le leadership se positionne au bout de 3 ans de constance, au moins. Après 3 ans, si vous n'êtes pas positionné comme un produit référent ou bien une marque référente, vous devez revoir votre stratégie de communication. D'accord, merci beaucoup. On va retourner vers comme la personne physique en tant que personne. Est-ce que donner gratuitement, partager gratuitement son savoir permet de réussir et s'imposer? Oui, ça c'est vraiment la douleur des personnes qui ne se font pas accompagner par un spécialiste personal branding. Est-ce que vous savez que la distribution gratuite, abondante d'une compétence ne dilue en rien la source de la compétence. Ça révèle même davantage qu'on a une quantité indéfinie de compétences à transmettre. Lorsque vous êtes dans l'avarice de transmission, vous n'arrivez pas à asseoir votre compétence. Et ce qui est encore plus grave, lorsque vous pensez que vous transmettez une compétence et cela vous dilue, cela vous révèle également que vous n'avez pas d'autres valeurs, d'autres compétences même à proposer. Et à quel moment vous confirmez que vous êtes un expert si vous donnez des brins de solutions déjà entendus? À quel moment vous réussissez à convaincre vos potentiels clients que vous êtes la personne qui a un bagage, je dirais, un bagage sans fin de potentiel à transmettre? Même les grandes marques le font. Quand ils font de la création de produits, ils font de l'échantillonnage. C'est lorsqu'on donne un échantillon à quelqu'un et que la personne a goûté et qu'il y a pris vraiment goût, qu'il décide de prendre la quantité qui lui convient. Mais imaginez que vous dites, bon, le premier client qui vient, il achète. Et tant qu'il n'achète pas le stock, je ne lui donne pas. En quoi est-ce que moi, je trouve l'intérêt de vouloir acheter ton produit, d'autant plus que parfois, le besoin n'y est pas. Or, lorsque tu me proposes tu m'offres de la gratuité, j'ai le temps de pouvoir découvrir le produit, l'apprécier et en vouloir davantage. Je crée le lien de redevabilité. Vous savez, il y a une stratégie en personal branding qu'on utilise très souvent. Lorsqu'un client rentre dans un restaurant ou bien dans un magasin de vêtements, d'habits, lui offrir même, ne serait-ce que du thé ou de l'eau, va obliger la personne avant de partir à consommer le produit. Parce que quoi? La personne qui a été accueillie en buvant le thé, en recevant l'eau, il a l'impression qu'il a été valorisé. Donc, en contrepartie, le cerveau humain a envie de vouloir remercier ce don qu'il a reçu sans avoir pour autant fait d'efforts.
Et c'est pareil, lorsque vous êtes, même si vous êtes un conférencier, un coach, si vous ne donnez pas de solutions gratuites aux personnes à qui vous voulez inspirer, ou bien aux personnes qui vont consommer vos produits, à quel moment ces personnes-là vont se rendre compte que vous êtes la solution à leur réel problème. Donc, la gratuité est obligatoire. Il faut en donner en abondance, à profusion. Mais il y a des stratégies pour ne pas vraiment ne pas être sollicité pour l'achat complet de tout le produit. Quand on fait parfois déguster un verre de vin, le verre de vin lui-même ne peut pas tenir une soirée de fête. Donc, vous êtes obligé d'acheter un stock suffisant. Donc, c'est la même stratégie. Vous pouvez donner parfois à profusion, mais en quantité très petite. Et de sorte à ce que la personne qui reçoit, il se dit, bon, je vais regarder la prochaine vidéo, la troisième vidéo. Et ainsi de suite, elle se rend compte que le problème a été conçu, est conscient en elle. Elle a des brins de solution, mais au lieu de résoudre les brins de solution, pourquoi ne pas contacter cet expert-là pour pouvoir combler tout le problème qu'elle vit? D'accord. Alors, avec le branding, comment avoir un bon réseau? D'accord. D'abord, pour avoir un bon réseau, il n'y a pas de mauvais réseau. Il n'y a pas de mauvais réseau. Il faut juste comprendre que quand on rentre dans un réseau, on ne vient pas pour demander, on ne vient pas pour solliciter, mais on vient apporter une solution, on vient apporter une aide. Donc, lorsque vous avez envie de vous positionner dans un réseau, il faut d'abord être conscient de son potentiel. Et par la suite, quand on rentre dans le réseau, on ne vient pas pour briguer un poste. On ne vient pas pour dire que je suis célèbre, je suis connue, donc je viens vous faire montre de ma compétence. Non, on commence au bas de l'échelle. Même si vous rentrez en tant que membre actif, soyez ce membre actif-là qui déplace les chaises, qui est présent à toutes les réunions, qui apporte des idées novatrices, qui soutient les autres, qui est conscient qu'aujourd'hui, le président en exercice n'est pas bien portant et qui lui apporte peut-être son empathie. Et quand tu intègres ce réseau-là avec cette sensation, cette perception de vouloir apporter un plus, automatiquement, tu crées le lien d'appartenance et d'adhésion. Et tu peux exploiter ça encore, ainsi de suite, pour pouvoir asseoir ton branding et ton positionnement. Mais on ne rentre pas dans un réseau pour s'imposer, pour dire, bon, je suis l'expert, tant je viens vous aider. Non, on rentre pour servir. Et avec le leadership de service, on finit toujours à pouvoir imposer son branding et surtout en tirer profit. D'accord, merci beaucoup, coach. Alors, dites-nous, entre le branding et le réseautage, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le personal branding. Parce que le réseau, on peut le perdre. On peut le perdre par une dislocation même de ce réseau-là. Il y a des réseaux, par exemple, par manque de leadership qui n'existent plus. Mais est-ce que c'est pour autant que les membres de ce réseau-là vont arrêter de pouvoir poursuivre leur vision et arrêter d'être qui ils sont? Et également, la différence réside dans le fait que le personal branding, c'est qui on est à vie et qui on devient au fur et à mesure. Or, le réseau, parfois, c'est un réseau qui est figé. Donc, tu peux être aujourd'hui, je dis n'importe quoi, membre des réseaux des femmes assistantes de direction. Et puis, demain, par l'augmentation de son potentiel, tu deviens directrice de communication dans une autre entreprise. Mais tu as le droit de changer de réseau pour aller encore dans un réseau encore plus grand ou encore plus influent. Mais si tu te dis, bon, c'est le réseau qui me fait, tu vas rester figé et ne pas progresser. Donc, le plus important, c'est qui nous sommes. C'est notre branding. Le réseau, il vient après pour valider qui nous sommes, pour nous permettre de pouvoir nous étendre davantage, de pouvoir je dirais, pas communiquer, mais de pouvoir avoir créer des liens avec des personnes avec qui nous ressentons comme des liens d'appartenance. Mais vraiment, le personal branding prime sur le réseau. D'accord. Est-ce que le réseau est plus important que les compétences? Ça, c'est une question très souvent en Afrique, on a tendance à dire relation est mieux que diplôme. Mais par contre, moi, j'aimerais faire une nuance. Les deux ont une corrélation assez, je dirais, complémentaire. Parce que vous pouvez avoir le bon diplôme qu'il faut, mais ne pas être au bon endroit.
et ne pas avoir les bons contacts qui vont pouvoir même valoriser le potentiel que vous avez en vous. J'ai tendance à prendre l'exemple de donner la clé d'une Lamborghini à un enfant de 8 ans. La Lamborghini, c'est un véhicule de luxe qui coûte très cher. Nous savons tout le potentiel qu'elle a. Mais si vous donnez cette clé-là à un enfant de 8 ans, il va dévaloriser la voiture. Il va même peut-être manger la clé ou jeter la clé, mais il ne saura pas quoi en faire. Par contre, si tu remets la même clé de la même voiture à un chef d'entreprise, il saura en quoi en faire, se déplacer, même revendre la voiture pour générer des fonds, pour pouvoir agrandir son entreprise. Pour dire que la compétence, c'est ce qu'on sait. Elle peut même grandir davantage. Mais le réseau, c'est lui qui va nous aider à pouvoir nous étendre, avoir de l'expansion dans notre domaine. Et ne pas considérer le réseau dans sa carrière, c'est boycotter sa vie. Parce que je vais vous donner des exemples. Vous savez, lorsqu'on appartient à un réseau, on est référençable. On peut nous contacter, on peut nous référer, on peut nous référencer auprès de d'autres personnes. On peut même savoir qui nous sommes. Mais imaginez, vous dites, bon, moi je n'aime pas. Il y a des gens comme ça, j'ai déjà entendu des gens, moi je n'aime pas appartenir à un réseau, je n'aime pas être dans les associations. D'accord, mais quand tu n'aimes pas, assure-toi d'avoir une équipe de commandos marketing qui vont communiquer pour toi. Mais lorsque tu n'es pas encore à ce stade-là, tu es obligé d'appartenir à un réseau pour apprendre davantage. Parce qu'appartenir même à un réseau va faire grandir ton potentiel. Le fait de voir des pairs comme toi, leur stratégie de travail, leur stratégie de communication, leur stratégie de positionnement, tu peux même copier ça et puis devenir meilleur. Mais imaginez si tu te dis tu es tout sachant dans ta maison en train de te bricoler les choses. Tu n'as même pas plus de 5 ans pour pouvoir t'en sortir. Tu vas mourir dans ton savoir. Donc le réseau est, je dirais, complémentaire. Parce que tu peux être dans un réseau aussi et ne rien y apporter. Tu deviens comme un bagage inutile. Et quand on demande ton point de vue, si tu n'as pas de compétences à valoriser, tu deviens inutile. Tu deviens comme la chaise qu'on place pour pouvoir accueillir les gens. Donc, excusez d'être aussi dur que ça. Donc, les deux sont complémentaires. Il faut être la personne qui apporte un plus dans un réseau et il faut être dans un réseau pour pouvoir faire valoriser son potentiel. Merci beaucoup, coach. Nous sommes quasiment au thème de notre entretien. Alors, je vais vous demander de nous présenter, avant votre conclusion, le bouquin, parce que vous êtes auteur. Oui, je suis auteur de 3 livres. Mon premier livre, c'est Le passeport de la femme idéale, qui est aujourd'hui, lorsque j'ai commencé, je le voyais comme un livre matrimonial, mais c'était un livre de personal branding qui permettait à la femme de pouvoir connaître sa valeur et se positionner comme l'appel rare qu'il fallait pour pouvoir aider une société à progresser. Mon second livre, c'est 52 semaines pour réussir, qui est un manuel pragmatique dans lequel on fait des exercices. Il y a des challenges chaque 2 semaines pour pouvoir réussir son année. Et ce livre-là, qui est le livre inédit que je viens de faire sortir, qui est Réussir à coup sûr grâce à la maîtrise de son personal branding. C'est un livre qui nous donne d'abord les détails sur qu'est-ce que c'est que le personal branding, qui nous sommes, comment est-ce qu'on peut faire connaître nos compétences ou même notre produit, quels sont les rouages dans lesquels il faut rentrer pour pouvoir faire asseoir même son réseau. Et à la fin, ce qui est beau dans ce livre, il y a des sessions de coaching, auto-coaching, où on vous aide à clarifier votre personal branding au travers d'un outil qui est la clarité, que je partage, la connaissance de soi, le lien avec son public, comment gérer son public, quand on commence à s'exposer, comment on communique avec elle, comment créer un lien d'appartenance, comment créer même des commentaires. Et savoir montrer qui on est en vrai, sans pour autant raconter une histoire superflue de notre réussite. Pour pouvoir emmener les personnes qui nous suivent à se reconnaître véritablement en nous. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas en vrai, mais à force de les suivre, quand on les voit dans la rue, on a l'impression de les connaître personnellement. C'est parce qu'ils ont réussi leur personal branding. Donc, comment créer cette authenticité-là? Et également, la réputation. Comment asseoir sa réputation comme le meilleur et parfois gérer sa réputation en temps de crise. Et enfin, le dernier, quels sont les domaines, les canaux de communication? Parfois, on a plusieurs. Il y a LinkedIn, il y a TikTok, il y a Facebook. Pourquoi utiliser un canal spécifique et comment communiquer sur ce canal-là? Communiquer sur LinkedIn, c'est différent de communiquer sur TikTok. Mais comment être présent sur toutes ces plateformes en même temps et ne pas, je dirais, dévaluer son branding? Et
Après, comment vous aider à créer un profil cohérent et utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir asseoir très rapidement son personal branding. Avant, les gens disaient qu'il fallait 10 000 heures d'expertise pour pouvoir être considéré comme un expert. Mais aujourd'hui, avec le personal branding, je le dis et je pèse mes mots, celui qui peut-être ne croit pas qu'il se réfère à moi, je donne 6 mois à quiconque voudrait faire asseoir sa réputation dans un domaine. Parce qu'on a l'intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir amplifier notre potentiel en un temps record et même communiquer rapidement et même prévoir même des scripts, des prompts pour pouvoir créer de l'émotion en notre clientèle en un temps record. Des choses qu'on pouvait attendre 10 ans, 5 ans avant de pouvoir le faire. Donc, c'est un livre qui est inédit, qui va permettre à toute personne qui veut travailler sur son personal branding, sur son produit, être identifié à son produit et à sa marque, de pouvoir le faire rapidement. Merci beaucoup, coach. Donc, on va prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, être un acteur dans un domaine nous oblige à travailler sur notre personal branding. Parce que il y a beaucoup de bons produits sur le marché. Il y a beaucoup de personnes même qui vendent de bons produits sur le marché. Mais pourquoi est-ce qu'une personne vous désignerait, vous, comme concepteur d'un produit et se référencerait à vous? Simplement parce que vous avez réussi à mettre dans la tête de cette personne-là que vous êtes la personne qu'il faut et que le produit que vous vendez est le produit qu'il faut pour elle. Et ne pas vraiment travailler sur son branding, c'est boycotter son avenir et son produit. J'aimerais encourager toutes les personnes qui ont des produits, qui eux-mêmes sont des produits, de ne pas lessiver sur leur personal branding. Parce que c'est ce qui va les emmener à pouvoir rester sereins, constants sur le marché, le plus longtemps possible par rapport à ceux qui n'auront pas travaillé sur leur personal branding. Merci beaucoup, coach. Nous avons vraiment été instruits. Merci d'avoir été avec nous pour vraiment nous partager vos connaissances. Merci. Je vous en prie. Merci. Une chose est sûre, pour réussir en 2026, il faut être visible, il faut être crédible et il faut être connecté. Ton image parle avant même que tu n'ouvres la bouche et ton réseau est ta force. Donc, merci d'avoir été avec nous pour Génération Leader de ce jour. Rendez-vous un autre jeudi pour un autre numéro de cette émission. Et d'ici là, travaillez sur vous. Travaillez à avoir de bonnes connexions et développer ce que vous savez faire. Merci à vous.